Alors quand on parle d'agilité, de lean, d'accompagnement, d'intelligence collective, on parle finalement toujours beaucoup de la même chose, de dialogue, de partage, de compréhension, pour favoriser l'implication des gens et pour que les deux parties collaborent dans un mode fructueux. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui? Eh bien, certaines personnes se sont posées la question de pourquoi deux parties? Pourquoi pas juste une? Pourquoi il n'y aurait pas trop des patrons d'un côté et des ouvriers de l'autre? Donc là, j'aimerais vous raconter une histoire en fait, que j'ai découverte l'été dernier, quand je suis allée en vacances au pays, et que m'a raconté mon cousin. Je vous ai annoncé tout à l'heure pendant le pitch qu'on allait faire des ateliers, donc je vais découper en fait cette présentation en 5 parties parce que on a de la chance avec ces communautés de travail, c'est qu'elles sont nées et elles sont mortes. Donc on peut étudier tout le cycle de vie. Donc je vais vous expliquer d'abord comment ça marche, en tout cas de ce que j'en ai compris et des interviews que j'ai pu réaliser avec les personnes qui restent de ces communautés de travail. Un atelier en mode work café, comment ça meurt, un autre atelier en mode work café, donc ne vous endormez pas parce que vous allez être actif. Et ensuite je vous donnerai quelques références bibliographiques et quelques livres pour aller plus loin dans cette démarche. Est-ce que cette photo vous dit quelque chose? Merci. C'est pas grave, hein. C'est Valence, dans le sud-est de la France, dans le Dauphiné. C'est pour ça que ce sont les communautés de travail du Dauphiné, tout simplement. Et là, pour le coup, ce sont mes vacances déjà de l'année dernière. On va faire ça, ça c'est mieux. Et ça se trouve, bon, si jamais vous voulez y aller, c'est IPAT à Madagascar, dans le sud-ouest. C'est pas Valence? Non, c'est pas Valence, non. Mais il y a un lien entre Valence et Madagascar. Et ce lien, hein, c'est mon cousin, c'est Papy Charles. Il est vieux mais vif, Papy Charles. Sa maxime favorite, c'est celle-ci. On a un cerveau, c'est pour s'en servir. Et il l'a fait dans sa vie puisqu'il a inventé des choses extraordinaires. Déjà, il a construit 2 catamarans. Il a inventé du revêtement de murs à base de marbre. Il a déposé 12 brevets, un système d'ouverture, de porte ou de fenêtre, un système de freinage pour les fenêtres, des éléments de façade, des bandes anti-patinage, aussi utiles que les roues de secours, utiles pour les voitures, pour les camions, utilisés dans les raids, à très très bon escient, puisqu'il y a des témoignages, et il a gagné un concours, le 2e prix du concours, avec ces bandes anti-patinage. Tout ça pour vous donner un peu l'esprit de Charles. Charles, il est passionné et il fait ce qu'il a imaginé. Pourquoi le sel est blanc? Quand on le verse, on ne voit rien. Pourquoi il n'est pas bleu? Hein? C'est la base. Et surtout, Charles a fait partie des communautés de travail. Et donc, quand on en discute cet été, à chaque fois, à Madagascar, ses yeux s'illuminent. Et je dis, écoute, parle-moi un peu plus, raconte-moi. Donc, on échange un peu. Et il commence à me sortir les livres qu'il a gardés dans sa bibliothèque depuis un certain temps, plus de 65 ans. Il les a gardés religieusement, comme il dit. Et donc là, on y retrouve en fait les principaux livres sur lesquels je me suis appuyée pour préparer cette conférence. Alors, pourquoi Charles a décidé de faire partie de la communauté de travail? En 1948, il tient un magasin d'alimentation et il vend volontairement son magasin à son associé pour rejoindre la communauté de travail Marcel Barbu. Il fait ça parce qu'il croit dans la définition de l'homme comme l'entend la communauté de travail. À savoir que la communauté de travail, le but de la communauté de travail, c'est la libération totale, matérielle, intellectuelle, spirituelle et morale du travailleur. Quand il part pour cette communauté, il se dit, avec eux, je vais pouvoir trouver le bonheur. Et faire partie de la communauté de travail, c'est avoir des droits et des devoirs. C'est le 2e engagement de la règle. L'engagement à se cultiver sur tous les plans, avec celui de se conformer à la règle morale, sont les conditions premières de l'intégration dans la communauté.
Donc un devoir par rapport à soi, par rapport en fait de progresser soi-même et par rapport aux autres, de les aider aussi à progresser. Donc on est dans une collaboration, une co-construction qui permet de servir l'épanouissement de toutes les personnes qui font partie de cette communauté. Donc, vous l'avez compris, cette communauté s'appuie sur une règle de bon fonctionnement. Et cette règle a été élaborée donc, le 1er janvier 1944, juste pour situer un petit peu le contexte. En 1941, Marcel Barbu a créé la société Marcel Barbu de fabrication de boîtiers de montres à Valence. Et il refuse de donner le nom des personnes qui doivent partir en service de travail obligatoire. Donc il crée et il s'émigre dans une ferme dans le Vercors et il commence à prendre le maquis et donc à produire des boîtiers de montres de façon clandestine. Et pendant ce temps-là, ils se disent on veut créer un idéal de société. Et donc ils construisent cette règle qui est le minimum commun à l'ensemble des personnes qui font partie de cette communauté. Sur quoi est-ce qu'on est capable de s'accorder, là tous, qu'on soit chrétiens, musulmans, protestants ou catholiques, qu'on soit communiste ou autre, sur quoi on peut s'accorder pour que ça fonctionne bien tous ensemble. Et c'est en ça que je trouve que c'est intéressant par rapport à nous, agilistes, d'avoir cette vision-là, c'est que c'est une règle à un instant T du minimum acceptable, qui vont progressivement améliorer, en tout cas faire progresser. Et ce n'est qu'une codification et c'est une photo à un instant T. Quelques exemples pour que ce soit plus concret. Donc la personne humaine a une valeur intrinsèque, inestimable et irremplaçable. Donc on ne s'occupe pas uniquement du travailleur, on ne s'occupe pas que de la production, mais vraiment de l'entièreté, puisque le but c'est de développer les aspects spirituels et moraux du travailleur également, de l'individu, pardon. Les membres de la communauté n'ont que l'usage et l'usufruit du matériel qui appartient à l'ensemble de la communauté. Je trouve que ça c'est extrêmement important et d'ailleurs Marcel Barbu fait cession de l'ensemble des moyens de production en 1944 à la communauté. C'est-à-dire que toutes les personnes sont propriétaires de leur outil de travail. Les décisions sont prises à l'unanimité. Je vais répéter parce que je trouve que c'est très important, c'est l'unanimité et non pas la majorité. Il y avait combien de personnes à cette époque? Alors ça a évolué, donc au début il a commencé avec sa femme et après ils ont fini à plus de 200 personnes et c'est une... je vais l'expliquer encore après. La hiérarchie est définie par double confiance, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs équipes, petites équipes, et pour que le chef soit identifié, en fait il est élu par les personnes qu'il va piloter et par les personnes auxquelles il va reporter. Donc c'est une élection qui est pour une durée déterminée. On n'est pas chef à vie. La structure donne indistinctement à tous la possibilité de s'épanouir, comme je vous disais tout à l'heure, quelles que soient nos croyances. L'essentiel c'est la règle, et si on veut faire plus parce qu'on a plus de valeurs, plus de croyances, il n'y a pas de souci. Mais dans tous les cas, il faut respecter ce que l'autre est capable de donner et ce que l'autre est capable d'entendre, et ce qui est indiqué dans la règle. Seul le travail génère une rémunération. Donc pour Barbu, en fait, tout ce qui est bureaucratie ou spéculation, il a totalement horreur de ça. Et donc pour lui, la seule chose qui doit être rémunérée, ce n'est pas le capital, c'est le travail. La rémunération est une répartition des bénéfices à la valeur humaine. La valeur humaine, je vais revenir dessus tout à l'heure, mais de façon très simple, c'est à la fois la valeur professionnelle et après on va décliner toutes les valeurs qu'il veut voir s'exprimer, à savoir la valeur morale, culturelle, de camaraderie, etc. On va travailler ensemble dessus tout à l'heure. Et pour répondre à votre question, madame, la taille maximale de la structure est commandée par la nécessité d'interconnaissance de chacun par tous et de tous par chacun. Donc l'expérience a prouvé qu'une communauté de 100 personnes, c'était le maximum possible. Pour que les personnes, justement, pour garder cette proximité qui permet de bien connaître les personnes et que le fonctionnement soit optimal. Concernant la production, donc les boîtiers de montres, c'était juste un moyen de gagner de l'argent, clairement, pour pouvoir permettre à toutes les personnes de s'épanouir. Donc là, c'est juste pour vous montrer par quoi on passe pour arriver au boîtier de montre, mais aussi la netteté, la propreté du plan de travail. Il insistait également, Barbu, sur le fait que les personnes soient habillées de façon claire pour pouvoir voir tout de suite les sources de salissure. En fait, la communauté insistait beaucoup sur la qualité du travail fourni parce que ça permettait d'avoir un marché.
et sur les améliorations et les innovations. Barbu est le premier à avoir déposé un brevet pour les montres étanches en France. La toute première était suisse. Et c'est beaucoup là-dessus qu'ils ont réussi à gagner de l'argent. Donc là, vous voyez quelques exemples de photos d'époque. Et j'aimerais aussi insister sur la formation des personnes. Elle se fait au rythme d'intégration, au rythme auquel les personnes peuvent intégrer les nouvelles pratiques. Je voulais juste... j'ai une citation que j'ai lue. Donc la société est créée le 26 mars 1941. Et là, 2 mois après l'ouverture de l'atelier, on sortait des produits finis. Notre personnel était recruté dans tous les corps de métier. Écoutez bien, latrier, saucissonnier, coiffeur, garçon de café, de tout, sauf des mécaniciens de précision. C'est d'ailleurs bien simple, il n'y en avait pas. Donc il a fallu qu'il les forme, lui, enfin sa femme et lui, ils ont dû former toutes les personnes qui ont fait partie de la communauté. Et pour la petite histoire, il avait recruté un horloger suisse expert. Il l'a testé. Au bout d'une semaine, il lui dit « Super, est-ce que tu peux prendre cet apprenti et lui apprendre ce que tu sais ?» La personne lui dit « Non, je suis pas venu ici pour apprendre des choses aux gens. » Conséquence immédiate, le soir même, il est viré. Il n'est pas dans l'esprit de la communauté. Merci, au revoir. C'est dur? Non, c'est normal. Autre résultat, je trouve, très intéressant par rapport à cette communauté, c'est qu'à Noël 1941, donc 9 mois après la création de la communauté, Marcel Barbu leur dit « Ok, si on arrive à finir à cette date-là, on se revoit que l'année prochaine. » Donc ça fait 10 jours de non-travail, ce qui est juste exceptionnel pour l'époque. Juste pour replacer dans le contexte, 1936, 2 semaines de congés payés. Il faut attendre 1956 pour avoir 3 semaines de congés payés. Ensuite, je vous ai dit, la communauté donne à l'homme les moyens de se cultiver, de se former, de faire du sport, de s'épanouir. Comment? Déjà parce que le lieu où vont se dérouler toutes les activités, c'est la communauté elle-même, c'est le lieu de production. Donc il allait chercher soit des prêtres, soit des pasteurs, soit des personnes de différents partis pour venir dans la communauté et que les gens puissent avoir des échanges. En fait, c'est né comment? J'ai discuté ce mardi-là, mardi dernier, avec Huguette, qui a fait partie de la communauté de travail et qui me racontait qu'un jour, il se baladait et il dit « Toi, t'es protestant, mais pourquoi t'es protestant ?» Et la personne lui dit « Non, parce que mes parents sont protestants. » Ah, d'accord. Et toi, t'es catholique, mais pourquoi t'es catholique? Parce que mes parents sont catholiques. D'accord. Donc, c'est pas intégré, c'est pas quelque chose que la personne veut vraiment porter, ça ne fait pas partie de ses croyances profondes. Donc pour aller plus loin dans l'épanouissement, il faut savoir pourquoi en fait, on fait les choses. Et donc il se dit, ok, on va mettre en place ce type de groupe de partage. Et une autre expérience, une autre histoire, c'est la fête de la Saint-Éloi, la fête des horlogers. Ils vont dans un café et ils se mettent à chanter une chanson. Et c'est juste une cacophonie. À partir de là, ils ont mis en place des cours de chant, une bibliothèque, des cours des activités physiques du sport. Pardon, ça c'était la coopérative, puisqu'en temps de guerre, c'est toujours bien de savoir où on peut aller chercher des livres. Le jardin de ramassage scolaire, les colonies de vacances, c'est pas mal quand même, hein. 200 personnes, pardon, 100 personnes, parce qu'il faut compter aussi les femmes et les enfants, dans les années 40, en temps de guerre, je trouve que c'est pas mal comme réalisation. Donc on a vu la règle, le fait que les gens soient impliqués et qu'ils aient envie d'adhérer à cette règle, mais en fait ça ne fait pas tout. Ça ne fait pas tout. Dans l'autogestion, moi je suis convaincue qu'il faut une structure. Il faut un mode de fonctionnement qui permette à chacun de voir où il est et comment passer d'une étape à l'autre. Donc je vous l'explique ici en partant du bas. Ici on a les simples compagnons qui contribuent à la vie professionnelle, donc la production de boîtiers de montres, la vie communautaire, qui font partie d'une famille, avec une femme, des enfants ou célibataires, et la vie sociale avec toutes les activités qu'on a vues juste avant. Et dans chaque axe de la structure, on a des responsables d'équipe ou de section. Ils reportent au Conseil général, élus par l'Assemblée générale, donc il y a 7 personnes
qui sont élus. Ensuite, ici, on a la commission de contrôle qui est composée de 3 personnes dont aucune n'a de responsabilité hiérarchique. Un tribunal qui juge les conflits internes à la communauté de travail et qui est composé de 7 personnes, dont une épouse. Bon, je précise épouse parce que c'était... à l'époque, dans les années 40, la femme n'avait pas la même position qu'aujourd'hui. Et tout ce monde-là reporte aux adjoints, à l'adjoint du chef de communauté et au chef de communauté. C'est quoi la différence entre la vie communautaire et la vie sociale? La vie communautaire, c'est la vie de famille. En fait, chaque famille fait partie d'un foyer. Et ces foyers se réunissent de façon régulière. Et je vais l'expliquer juste après. Et juste, vous allez me dire, c'est quoi la différence avec une structure classique? Parce qu'on pourrait avoir une structure pyramidale similaire. Pour moi, la commission de contrôle, on pourrait l'identifier à l'audit interne. Okay. Le tribunal, ça je pense qu'on l'a pas. Ou alors il faut sortir, aller au prud'homme. La transparence également. Donc ça c'est un exemple de compte rendu du tribunal. Donc je rappelle que les décisions sont prises à l'unanimité, y compris les décisions du tribunal. Et en fait, toutes les instances avaient un cahier dans lequel étaient consignées toutes les questions et toutes les décisions. C'est-à-dire que si quelqu'un avait une question, il la notait, et le chef de communauté, vous voyez, tout en haut de la pyramide, allait noter la réponse dans le petit cahier. La transparence sur les salaires aussi. Ça inclut le plaignant et le... Exactement. Alors, quelques exemples de sentences. Il y a des sentences à intérêt général, le corps des chefs. Ou bien les sentences un peu plus comiques, je trouve, c'est passer 2 semaines dans une autre entreprise. Ça ne fonctionne pas comme la communauté de travail. Juste pour sentir un peu l'écart. Et le 4e point qui est différent, selon moi, c'est la façon dont les chefs sont élus. C'est pas comme dans les organisations actuelles où on devient manager et c'est un statut, on ne peut pas devenir autre chose. Là, le manager l'est de façon temporaire et il l'est parce qu'il a la confiance en haut et en bas. En haut et en bas, on peut parler bien sûr. Donc, selon Barbu, le chef devra être le meilleur, c'est-à-dire celui qui, pour une fonction donnée, aura la plus grande valeur humaine totale. Celui qui donne l'exemple, qui éduque, qui aime, qui se dévoue, qui sert. Obéir à un prétendu chef qui n'a pas ses qualités est une lâcheté. Et moi, le chef de communauté, par exemple, est élu pour 3 ans. Et ça me fait penser à Jean-François Zobry qui disait, moi, je remets en question mon mandat tous les 3 ans. Parce que je veux être sûr que ce que je fais correspond toujours à ce que les gens attendent de moi. Voilà, ils avaient déjà inventé ça à cette époque. Oui. Tu disais tout à l'heure qu'il y a un enrôlé suisse qui est venu, qui a été exclu. Est-ce que ça a été parfois parce qu'il y a l'exclusion d'un membre? Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver si vraiment la personne a des comportements totalement incohérents avec l'esprit communautaire. Et dans ce cas-là, on peut dire qu'elle doit elle-même décider de s'auto-exclure. Oui, elle doit être d'accord avec le fait qu'elle ne peut pas s'intégrer. J'ai une autre question, comment ils ont fait pour passer inaperçu sur l'occupation? Inaperçu, ben, c'est pas le cas. Je vais revenir sur l'histoire aussi. En fait, en 1944, l'usine a été à moitié brûlée et les moyens de production également. Donc il y a eu une nette baisse de la productivité en 1944. Et juste après, Marcel Barbu a été déporté. Ouais. Il faut assumer ses actes. Et qu'est-ce qui se passe en fait s'il n'y a pas un consensus? Parce que ça peut arriver. Justement, cette structure-là permet de travailler toutes les décisions qui sont prises à l'unanimité. Donc ici, on a l'Assemblée Générale à laquelle tous les compagnons doivent participer. Et elle a lieu de façon semestrielle. Et toutes les décisions qui vont être prises à cette Assemblée Générale sont discutées dans les groupes. Je vais expliquer comment. Alors, ici, ils vont élire le chef de communauté, toujours par le système de double confiance, sachant que le haut est représenté par le Conseil Général. Les 7 chefs de service. Eux se réunissent une fois tous les 4 mois pour convenir de la façon dont ils vont attaquer les choses, mettre en place ce que l'Assemblée Générale a décidé comme objectif pour la communauté. Ensuite, ici, on a les groupes de quartier. C'est ici qu'on retrouve en fait l'axe familier, l'axe des foyers, l'axe communautaire. Donc chaque famille fait partie d'un groupe de quartier, c'est 5 à 7 familles par affinité.
Et ces personnes-là discutent tous les 15 jours de toutes les décisions qui peuvent être prises. Donc elles peuvent exprimer ce qui leur va pas, les questions qui se posent, les objections, etc. Et donc tout ça, c'est remonté ici une fois par mois et discuté avec le chef de communauté. C'est comme ça en fait qu'ils arrivent à obtenir l'unanimité sur les décisions. Ici, au niveau de la production, ils ont organisé des assemblées de contact une fois par semaine. Donc là, on y annonce des nouveautés, par exemple un enfant qui est né, une nouvelle machine, et puis bah oui, un peu de tout. Et chaque service fait, en fait, ça permet de créer la proximité, et chaque service va expliquer ce qu'il a fait au cours de la semaine. Quelques photos d'époque, l'Assemblée générale semestrielle, l'Assemblée de contact hebdomadaire, donc ça durait 1 heure, le vendredi ou le samedi. Et ici le groupe de quartier, avec la tapisserie d'époque. Autour d'un gâteau, d'une boisson, et de façon tout à fait décontractée, comme si on était au café, on peut discuter du coup de tout. Et pour revenir sur ce que faisait Charles, en fait, il était chauffeur d'un camion qu'il avait récupéré de la vente de son magasin d'alimentation. Et il faisait partie du groupe cinéma. Et dans ce groupe cinéma, il faisait des débriefs des films qu'ils avaient vus. C'est pas juste pour s'amuser. Enfin, les films, c'est chouette, mais c'est le débrief en fait qui leur permettait d'apprendre, pour ceux qui ne savaient pas encore ou qui avaient besoin de l'affiner, l'expression. J'ai besoin de structurer ma pensée, j'ai envie d'apprendre à échanger, en plus des formations, etc. Eh bien, les petits groupes sociaux permettaient de progresser dans cet axe-là. Et puis, ils avaient aussi l'équivalent de la newsletter interne. Ça s'appelle le lien, ici. Alors, c'était en interne de la communauté pendant un premier temps. Et puis, en 1946, quand Marcel Barbu est passé député, ils l'ont utilisé pour expliquer ce qu'était la communauté de travail et le diffuser à l'extérieur de la communauté de travail et faire passer les messages sur les lois. Et ils avaient même prévu une pétition à la fin du document. Je trouve ça énorme. C'est super en termes de conduite du changement. Ensuite, vous avez aussi la notion de contre-effort. Faire des travaux agricoles, ça permet de s'ouvrir un peu l'esprit, de rencontrer de nouvelles personnes et de ne pas rester toujours focalisé sur le tour, la fraiseuse. Exercer ses muscles un peu différemment. Des muscles d'en haut et des muscles de partout. Pour vous montrer quelques exemples de résultats, donc en 1947, les compagnons travaillent au sens large 40 heures qui sont rémunérées, et sur ces 40 heures, ils ont 8 heures d'activité sociale. Donc le sport est rémunéré. Ça, on n'y est pas encore aujourd'hui. La lecture est rémunérée. C'est fou, hein? Le fait d'aller au cinéma ou d'aller discuter avec le prêtre est rémunéré. Pourvu que ça serve l'épanouissement des personnes. Ils faisaient des pièces de théâtre aussi. Donc ici, 1944, donc en foncé, vous avez le nombre de personnes qui font partie de la communauté et en assuré, le nombre de boîtiers de montres qui sont réalisés. Donc les effectifs augmentent progressivement. Ici, à partir de 1945, en fait, on dépasse les 100 personnes. On est à 133, et ça ne s'arrête pas. Et en 1944, ce que je vous disais tout à l'heure, l'entreprise a été volée, donc forcément, baisse de production. Et ici, en 1948, il y a eu une crise horlogère, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de montres qui ont été... les montres suisses sont arrivées sur le marché français, donc ils ont mis un peu de temps à s'en remettre. Mais en gros, les personnes ont gardé cet esprit de solidarité, elles sont allées travailler ailleurs et ont remis leur salaire dans le pot commun de la communauté, pour toujours être répartis à la valeur humaine. Oui. Je voudrais vous montrer maintenant une petite vidéo qui traduit le quotidien. Nous l'avons bâti, la chère maison, et toute notre vie, nous la protège.
naturellement bon. Mais ce n'est pas en le faisant vivre dans un climat mauvais que nous le rendons meilleur. Il nous sera facile du reste de déceler les incurables et de les mettre impitoyablement à part. Notre société n'offre des chances qu'aux hommes de bonne volonté. Comment pourrions-nous nous inspirer des pratiques de la communauté pour plus d'épanouissement de l'individu dans nos entreprises ?